La grosse confiance affichée par Manon Fiorot alors qu'elle tentera dans quelques jours de devenir la première Française championne incontestée de l'UFC, Benoît Saint-Denis qui assure ne pas avoir refusé Mateusz Gamrot, sans oublier toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et démarrons cette émission avec Bilal Mohamed, le champion des poids welter, qui sera l'affiche de l'UFC 315 à Montréal ce week-end, puisqu'il y défendra sa ceinture des moins de 77 kg, donc les poids welter, face à l'Australien Jack Della Maddalena. Il s'est dit Mohamed très satisfait de combattre au Québec, surtout à Montréal, la ville de GSP, combattant dont il est fan. Il nous a d'ailleurs appris qu'il était allé, avant de signer avec l'UFC, s'entraîner au Tristar, la salle que représentait la star québécoise. C'est pour vous dire. Concernant le combat qui l'attend, l'intrigue, si on grossit le trait, elle est plutôt simple. L'Australien et challenger va essayer de garder le combat debout et de dominer grâce à sa boxe, alors que lui aurait tout intérêt à amener les choses au sol. Il faut savoir que ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue partagé par énormément de fans de MMA, mais lui ne voit pas vraiment les choses sous cet angle. Il est convaincu de pouvoir dominer les débats en striking. Et d'ailleurs, ce qu'il explique, c'est qu'une fois que Della Maddalena va se rendre compte que c'est compliqué debout, il va être perdu parce qu'il n'aura pas prévu de plan B. Pour étayer sa thèse, il ajoute que Leon Edwards, on s'en souvient, était censé le dominer grâce à son striking, grâce à son kickboxing, pour être plus précis dans ce cas-là. Regardez ce qu'il s'est passé. Il reconnaît quand même des qualités à son adversaire, notamment le fait que malgré qu'il se fasse amener au sol, il ne lâche rien et trouve toujours un moyen de se relever, ou en tout cas cherche toujours un moyen de se relever, contrairement à Leon Edwards, qui rompt face à la difficulté. Ça, c'était gratuit. Autre chose qui le motive aussi dans ce combat, c'est la série d'invincibilité de l'Australien, comme c'était le cas à l'époque pour Sean Brady et Leon Edwards. Et il faut savoir que Muhammad, il est favori dans ce combat, c'est la première fois que ça arrive depuis un certain temps, mais il l'assure, ça ne change rien, il s'entraîne comme à chaque fois, dans l'idée qu'il va affronter le meilleur combattant de la planète. Il a même ajouté qu'il préférait presque être vu comme l'underdog. Et puis pour conclure, il a reconnu que la catégorie n'avait pas été aussi intéressante depuis très longtemps. Le niveau y est très élevé. Il y a aussi beaucoup de combattants qui sont sur des grandes séries de victoires, ce qui donne plein de possibilités de combat. Lui, il veut tous les affronter, être très actif, et il ne pensera à monter d'une catégorie qu'après avoir défendu sa ceinture au moins 2 ou 3 fois. Son adversaire maintenant, Jack Della Maddalena, il se doute bien que l'Américain va avoir dans l'idée d'amener les débats au sol. Pour se préparer du mieux possible, il a donc fait appel à Craig Jones, spécialiste du grappling qu'on voit régulièrement dans le coin de Volkanovski par exemple, et il assure que même si pour lui le chemin de la victoire est de défendre les takedowns afin de rester debout et de s'imposer par KO, si par malheur il devait se retrouver sur le dos, alors il serait offensif et trouverait un moyen de se relever. Il a d'ailleurs assuré que sa stratégie était extrêmement travaillée. Et puis même si à l'heure actuelle, à quelques jours de peut-être décrocher le Graal, son esprit est 100% tourné sur Bilal Mohamed, il ne dirait pas non à une première défense de titre chez lui, en Australie, dans un choc des champions, face à Islam Makhachev. En plus de ce main event ce week-end, c'est aussi bien sûr le retour de Manon Fiorot après 14 mois d'absence et l'opportunité qui lui est offerte de devenir la première Française championne incontestée à l'UFC, hommes et femmes confondus, j'insiste, face à la vétéran, la légende même, Valentina Shevchenko. 14 mois d'absence comme je le disais, mais c'est pas 14 mois à ne rien faire, 14 mois de perdu, puisque la Française s'est dit très sérieuse à l'entraînement, qu'elle ait ou non un combat de prévu, et puis n'oublions pas qu'elle a été, à l'occasion de l'événement de la Sphère en septembre dernier, la combattante remplaçante pour le combat de championnat entre Shevchenko et Grasso. Elle a donc vécu un camp d'entraînement, ce n'est pas du temps de perdu.
Cette chance à la ceinture, elle s'est plutôt fait attendre. D'après elle, elle la mérite depuis un moment déjà, et la trilogie entre Shevchenko et Grasso n'y est pas pour rien, mais elle préfère voir le côté positif, ça lui a permis de prendre de l'expérience en affrontant l'ancienne championne, Rose Namajunas, et celle qu'elle considère comme la meilleure lutteuse de la catégorie, Erin Blankfield. Non seulement ça fait d'elle une meilleure combattante aujourd'hui, mais ajoutez à ça que la championne, elle, Shevchenko, hein, de son côté, pendant ce temps, elle n'a eu à se préparer, à se concentrer que sur une seule adversaire, Grasso, que Fioro considère moins bonne que celle que elle a eu à affronter. Dans ce combat, elle se donne l'avantage du gabarit et assure avoir participé au camp d'entraînement le plus dur, mais aussi le plus accompli de sa carrière, auquel ont participé des combattantes de très haut niveau, chacune spécialiste de leur domaine. Et pour conclure, une fois championne, elle ne doute pas hein, que Shevchenko voudra sa revanche, et au vu de ses accomplissements au sein de l'UFC, elle devrait l'obtenir. Quant à elle, hein, même si l'objectif à moyen long terme est de monter de catégorie, elle compte bien dans un premier temps défendre à plusieurs reprises cette ceinture. Benoît Saint-Denis, hein, restons en France pour le coup et restons sur cette UFC 315 toujours. Il affirme n'avoir refusé personne et surtout pas Mateusz Gamrot, comme avait pu l'affirmer hier le Polonais. Ce qu'il explique, hein, c'est que si on lui avait donné des adversaires bien classés, il les aurait acceptés. Mais le problème, ce qu'il sous-entend, c'est qu'en effet, il y a des gars qui voulaient l'affronter, des gars bien classés, mais il voulait ce combat dans 2 ou 3 semaines, alors que lui était prêt pour ce week-end et voulait combattre à l'UFC 315. Et puis concernant son nouvel adversaire, Prepolek, pardon, j'allais dire Propelek, c'est un vétéran de l'UFC, hein, c'est comme ça qu'il le décrit. Il le compare à Michael Lebou en expliquant que c'est le Michael Lebou canadien qui n'a jamais été mis KO en carrière et que ça n'est pas rien. Et justement, cet adversaire a fait une petite sortie en déclarant « Je crois que tout le monde connaîtra mon nom après mon combat contre BSD. C'est vrai que lui, il a tout à gagner ce week-end. S'il bat BSD, c'est un exploit hein, pour lui. Et puis s'il perd au terme d'une guerre, il aura son nom qui aura marqué les esprits, bien sûr. Et l'UFC, on le sait, peut-être parfois assez reconnaissant. Jack Della Maddalena est connu pour frapper fort, pour frapper très fort, et ce n'est pas son ancien adversaire, sa dernière victime même, Gilbert Burns, qui dira le contraire, puisque le Brésilien a déclaré que Jack Della Maddalena possède les mains les plus lourdes, parmi les points les plus lourds en tout cas qu'il ait pu rencontrer au cours de sa carrière dans la catégorie des poids welter, et d'après lui, tout le monde sous-estime un peu l'Australien pour ce qui nous attend samedi soir. Direction la Russie, Islam Makhachev, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Premièrement, une photo de lui, de son manager, mais aussi du matchmaker de l'UFC, Hunter Campbell, au Daghestan. On se doute bien que si Campbell a fait le déplacement chez lui, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais sûrement de son prochain combat. Et une autre photo sur laquelle on voit Islam Makhachev à l'entraînement avec un certain Magomed Sharipov, ancien combattant de l'UFC, un combattant sur lequel on a eu beaucoup d'espoir. On comprend que quelque chose se passe et peut-être allons-nous avoir des nouvelles très prochainement. Retour sur un feuilleton qui chamboule la planète MMA. Bon, j'exagère un peu depuis ce week-end. C'est la défaite de Bonical. Alors lui, il l'assume totalement. Il dit j'aurais peut-être dû faire des choses mieux, j'aurais dû faire des ajustements, mais c'est comme ça. Et il met surtout cette défaite sur le dos de l'inexpérience. Voilà, il va apprendre de ça, il va revenir plus fort. Et il explique aussi que ce n'est pas vraiment le dernier coup de genou de Bonical hein, qui l'a terminé, mais c'est une accumulation de coups reçus au corps, notamment dans les phases de clinch, qui font qu'à un moment, il s'est brisé, il a rompu face à la douleur. Bonical, comment reviendra-t-il? On ne sait pas. En tout cas, Aljamain Sterling, ancien champion des poids coqs, aujourd'hui pensionnaire des poids plumes de l'UFC, lui conseille peut-être de descendre d'une catégorie, d'aller chez les poids welter, parce que la différence de gabarit samedi soir était vraiment énorme, d'après lui bien sûr. Je rappelle que Rainer Derrider, il est entre les deux, entre les moyens et entre les lourds légers. Donc si Bonical, lui, est entre les welter et les moyens, forcément, il y avait un gros écart. Peut-être qu'il y a une piste à creuser de ce côté-là. Petr Yan, maintenant, on en parlait hier, il pousse pour un combat contre Cory Sandhagen, une sorte de demi-finale entre les deux. Mais il l'a dit aussi, si Cory Sandhagen ne relève pas le défi, la rumeur qui court depuis plusieurs jours est qu'il l'enverrait combattre Marcus McGee
au mois de juillet à Abu Dhabi est vrai et il acceptera ce combat si malheureusement les choses ne se font pas avec Sandhagen. Mingyang Zhang, on l'a vu récemment battre Anthony Smith, envoyer Anthony Smith à la retraite. La rumeur maintenant voudrait le voir combattre un certain Johnny Walker, un autre vétéran, un autre de ces gars qu'on a vu comme peut-être un jour un futur champion. Aujourd'hui, le titre semble s'être définitivement évaporé pour lui, mais dans la construction de carrière de Mingyang Zhang, je pense que ça peut être un très bon choix. C'est signé maintenant. Calvin Kattar affrontera Steve Garcia le 12 juillet à l'occasion de l'UFC à Nashville. Mohamed Mokaev, on en parlait dans les résultats du week-end dernier, il s'est imposé au karaté combat. Il sera de retour le 14 juin à l'occasion du 971 FC. Je ne connaissais pas cette ligue du tout. Bon, lui, on connaît l'histoire, il fait tout ce qu'il peut pour faire parler de lui, en bien pour le coup, hein, grâce à ses exploits sportifs, et peut-être un jour réintégrer l'UFC. Les amis, n'hésitez pas avant de continuer à vous abonner sur Instagram, Twitter, Discord, Patreon. Sur Patreon, vous retrouvez tous mes épisodes en mode podcast et parfois même bien plus qui sont publiés à partir du moment où je les tourne. Là, je suis en train de tourner, il est à peu près 15 heures, ça va sortir tout de suite sur Patreon. Vous pouvez l'écouter, l'écran verrouillé, c'est plutôt pas mal. Et tout de suite, on passe à la suite avec un vétéran, Randy Costa. Souvenez-vous, il a combattu à l'UFC, il a ensuite quitté la Big League, il a combattu dans la ligue de Jorge Masvidal du MMA à main nue et il fera ses débuts le 14 juin au Bare Knuckle, donc de la boxe anglaise à main nue. C'est toujours assez intéressant de voir des gars qui sont arrivés à l'UFC, qui n'ont pas forcément eu les résultats espérés, et comment ils réussissent ensuite à gagner de l'argent, à rester dans le sport professionnel. Moi, ça m'intéresse toujours, donc voilà. Passer de l'UFC au Bare Knuckle, c'est devenu presque un chemin classique maintenant pour les combattants. Espérons que tout se passe bien pour lui, et nous tout de suite on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Jouraj Papez qui me dit Ryder, donc Rainer des Rider, hein, vraiment impressionnant, Bonical, c'est du MMA, pas de la lutte pure. Alors des Rider, il a fait une super performance. Moi maintenant je le vois toujours pas casser le top 5 de la catégorie. Je pense qu'il n'est pas assez bon pour ça, pas assez propre techniquement debout, et je pense que son niveau de sol ne sera pas suffisant pour combler les lacunes debout. Bien sûr, je peux me tromper. Cool de Shanghai, choqué pour Brad Tavares, le gatekeeper des moyens. Et oui, c'est une page qui se tourne, je suis d'accord avec toi. Refi contre BSD, ça serait bien, mais avec une bonne préparation pour les deux. Encore une fois, je te rejoins, en short notice, ça n'aurait pas eu la même saveur, même si on aurait pu avoir un très beau combat, bien sûr. Et tu me dis un grand respect pour Derrider. Il a signé à l'UFC il y a quelques mois, il est très actif, il a gagné contre des noms et avec la manière. C'est un nouvel air frais dans la catégorie des moyens. Alors autant je le vois pas champion, autant je respecte son parcours. Il a dit je viens pour être actif, il est très actif dans une catégorie on sait dans laquelle c'est difficile pour lui de faire le poids. Donc chapeau de ce côté-là. Et puis tu ajoutes Ponzini Bio doit faire un bon break et protéger sa santé. Il n'est plus tout jeune, hormis sa victoire contre le Guyanais Harris. Il ne prend que des sales KO, dont un ce week-end contre Rodriguez. C'est vrai que Ponzini Bio, je pense qu'on arrive à la fin d'une ère. Et on a Younsrup qui me dit « Allez, je me lance pour l'UFC 315 ». Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis bien sûr à la fois pour Benoît et pour Manon dans leur prochain combat. Pour BSD, ça va pouvoir le faire s'il gère le premier round pour regagner sa confiance et ensuite, par exemple, terminer son adversaire par TKO au deuxième. Pour Manon, je pense que la marge va être un petit peu trop haute, pardon, et qu'elle va échouer de peu au point au terme des 5 rounds. Une précision aussi concernant Benoît, je pense que le hasard a bien fait les choses. Par contre, Alvarez, ça aurait été très très compliqué. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Bien sûr, sur le papier, sportivement, ça semblait beaucoup plus dur face à Alvarez que face à son nouvel adversaire. Et pour Manon Fiorot, je la trouve quand même très impressionnante, Fiorot. On l'a rarement vue en difficulté dans l'octogone. Shevchenko, c'est très fort, mais Shevchenko, je pense que c'est un peu sur le déclin. Shevchenko au top, je pense, était au-dessus. Shevchenko aujourd'hui, peut-être que je me rends pas bien compte. Peut-être qu'elle va trouver le salut dans les phases de lutte. Je ne sais pas, même si Fiorot aura l'avantage du gabarit. C'est un combat, j'ai Shevchenko en favori, mais je pense que tout peut se passer là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Et si vous voulez plus d'infos sur cette UFC 315 qui arrive, n'oubliez pas, UFC Analyse et Pronostic. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait du super travail. Passez tous une très bonne soirée. Salut!